Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de ce livre, Aide-moi si tu peux, de Jérôme Attal, paru aux éditions Robert Laffont. Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Rien de notable accroché au mur, et je me fis la réflexion que si nous avions été dans les années 80, j'y aurais immanquablement trouvé punaisé le poster emblématique reprenant la photo d'un GI américain tombé au Vietnam, surmonté de l'expression pathétique « Why ?», encadré par 2 posters de Wham, le groupe de George Michael. Je me ruais sur la guitare. Fausse piste. Elle était pourvue de 6 cordes habituelles. Pourtant, mon intuition me disait que l'arme du crime, la corde de Ré, nous mettrait sur la voie d'un indice précieux. Je m'assis sur le lit et plaquai une suite d'accords. Instantanément, le premier morceau qui me vint sous les doigts fut « Je te donne ». C'était vraiment une belle surprise de savoir que je me souvenais parfaitement de ces accords, alors que je n'avais pas dû les enchaîner depuis la fin des années 80. Période de mon existence où, à l'image d'un barré sur le manche, je m'étais fait plaquer assez régulièrement pour être dans l'état d'esprit d'écrire au moins une chanson. Devant mon auditoire féminin médusé, je me mis à entonner les paroles. Tous ces défauts qui sont autant de chances. On serait jamais les standards des gens bien comme il faut. Prudence leva un sourcil, empreint de consternation. À sa décharge, elle était bien trop jeune pour que le titre de Jean-Jacques Goldman lui évoquât de vibrants souvenirs. Contrairement à la mère de Tamara, chez qui je sentis davantage d'indulgence, voire un accord secret. Toutefois, je remarquai que ma prestation ne sonnait pas comme je l'aurais souhaité. L'une des cordes était légèrement désaccordée. La corde de Ré. Aussitôt, je demandai la permission d'emporter la guitare au labo, m'extirpant du lit de Tamara. Je jetai un coup d'œil par la fenêtre. Par expérience, je savais que les rêves des gens ont souvent pour rampe de lancement la fenêtre qui borde leur nuit. Du premier étage, le regard surplombait des pavillons de plein pied, butés contre 2 pentes de toit de maisons identiques à la sienne. À l'ouest, par-delà des haies de conifères, on apercevait les portiques de balançoires aux sièges orange et jaune, des plants de tomates vertes et rouges et des massifs de rosiers. Puis, dans la rue, à une très courte distance de là où je me tenais, je vis un jeune homme perché sur un vélo dont le regard interrogeait ma position dans un mélange d'attente et de souffrance. Sans plus attendre, je me tournai vers Valérie Georgin. Tamara entretenait-elle une liaison avec un des gamins du voisinage, qui aurait le même âge et qui n'a rien trouvé de mieux pour occuper ses soirées que de faire du vélo sous vos fenêtres? J'imagine que vous voulez parler du fils Dre, Benjamin Dre. Une liaison avec ma fille? Dans ce rêve à lui. Sparks tournait entre ses mains les pages d'un cahier de texte abandonné, laissé sur le bureau de Tamara. Valérie Georgin s'en aperçut. « Ne vous fatiguez pas, mademoiselle. C'est la première chose que j'ai faite. » Éplucher son cahier de texte pour savoir si elle n'avait pas laissé un mot à mon intention. Sparks fit comme si ces paroles lui étaient passées par-dessus la tête. Elle dégaina une nouvelle question. Tamara tenait-elle un journal intime? Bien qu'elle ait dans les 25 ans tout au plus, Prudence n'était pas de la génération tout connectée. La mère de Sparks n'avait pas accouché sous Wi-Fi, un câble USB dans le bassin. Et pour certaines choses, elle avait un côté très old-fashioned. Tamara, quant à elle, ne vivait plus à l'époque des mignons petits agendas qu'on vous fourguait en papeterie avec un cadenas ridicule pendouillant sur la tranche des pages. Et si elle avait dû confier ses secrets quelque part, c'était sur Internet, à la vue de tous, ou dans l'illusion d'être protégée par un simple mot de passe aussi violable qu'un cadenas de pacotille. Je demandais, Tamara avait-elle un ordinateur personnel? Oui, bien sûr, un portable.
même s'il n'est pas posé sur son bureau, et c'est qu'elle a dû l'emporter avec elle. Je revenais à la charge. Parlez-moi de ce voisin. Benjamin, c'est ça? C'est un abruti. Nous voyions ses parents au début de notre installation ici, du temps de mon mariage. Mon nouveau compagnon est plus sauvage que mon ex-mari quand il s'agit de se faire coloniser son temps libre par le voisinage. Mais Philippe Drey est un homme honnête et serviable. Il est persuadé que c'est à cause de lui que Diego et moi nous nous sommes séparés. Racontez-moi ça, Madame Georgin, voulez-vous? Une histoire sans importance. Avant de venir ici, je n'avais jamais vécu dans une grande maison. J'étais habituée aux appartements. J'aimais pas être seule chez moi et un soir où mon mari et ma fille étaient à l'extérieur, j'ai pris peur à cause d'un bruit suspect. Sans doute un craquement de radiateur. Mais sous le coup de l'émotion, j'étais persuadée qu'un cambrioleur s'était introduit dans la maison. J'ai ouvert une fenêtre, traversé sans réfléchir la rue jusqu'au jardin du voisin, et je suis allée sonner chez lui en petite tenue. Philippe Drey était seul à la maison. Mais j'étais dans un tel état, je tremblais de tout mon être, il m'a serré entre ses bras pour me consoler. Et quand je me suis retrouvée tout contre son corps, j'ai senti... Enfin, je vous fais pas un dessin. Après, dans la nuit, j'ai eu une violente dispute avec Diego. Une dispute sonore qui pouvait s'entendre dans tout le domaine. Philippe Drey a dû penser que c'est parce que j'avais raconté à mon mari ce qui s'était passé en début de soirée. Il en a conclu que Diego s'était laissé aller à une violente crise de jalousie. Philippe Drey a pris peur. Il s'est barricadé chez lui pendant près de 3 mois. Il fermait ses volets et les cadenassait de l'intérieur, une demi-heure avant que Diego ne rentre de son travail. Et quand il ne pouvait faire autrement que de sortir du domaine, il enfilait toujours un haut de survêtement dont il rabattait la capuche sur sa tête, pour ne pas être reconnu de l'extérieur. En fait, avec Diego, on se disputait souvent. Quand les enfants grandissent dans un couple, on s'aperçoit qu'on risque de finir sa vie, pour de bon, entre 4 murs avec son conjoint. C'est vraiment très flippant et les disputes deviennent les seules portes de sortie possibles. Vous avez dit que depuis cet incident, votre voisin vous rend des services. Quel genre de services? Tout ce qu'un homme devrait être en mesure de faire. Il tond la pelouse, par exemple. Et votre nouveau conjoint? Ça ne le dérange pas qu'un homme extérieur à votre foyer vienne tondre la pelouse sans rien demander en échange? Non. Au contraire, ça l'arrange. Et le fils alors? Recadra ma coéquipière. Parlez-nous des rapports de Benjamin avec Tamara. Oh, sans demeurer qui n'a ni la vivacité d'esprit ni l'intelligence de ma fille. Elle le fréquente seulement quand toutes ses copines de lycée sont privées de sortie ou occupées ailleurs. De temps en temps, le samedi soir, il l'a conduit au cinéma, espérant sans doute un petit bisou en retour, un smack rapide entre 2 portières. Mais il n'a jamais intéressé ma fille, même par charité chrétienne. Tamara avait-elle des fréquentations sexuelles, vous voulez dire? Je pense qu'il est difficile de parler d'amour à cet âge, intervins-je, même si les poètes vous diront qu'il n'y a pas d'âge pour parler d'amour. Vous avez sans doute raison, inspecteur, dit Valérie Georgien en finissant cul sec son verre de whisky. Un type comme vous n'aurait eu aucune chance avec une fille comme moi si nous nous étions rencontrés à l'âge de 17 ans. Il faut s'en prendre des claques dans la gueule pour s'intéresser à des types comme vous. Merci du compliment, dis-je. C'est vraiment compliqué d'être un homme dans les années 2010, pensais-je en secret. Les femmes que vous ne baisez pas vous en veulent autant que celles que vous avez baisées. Sparks intervint une nouvelle fois pour dissiper la tension qui ne manquait pas de produire des étincelles entre Valérie Georgin et moi. Est-ce que vous aviez eu des motifs de dispute récente avec votre fille? Un différend, une punition qui l'aurait incité à fuguer? Pas que je me souvienne. Les rapports étaient difficiles parce que elle ne supportait pas mon nouveau compagnon. C'est un blagueur, vous savez. Il aime raconter des histoires, faire des imitations. Ah si, peut-être. Elle m'avait parlé d'un tatouage. En classe de gymnastique, quand les filles se mettent en short, elle avait vu le tatouage de l'une de ses copines. 2 inscriptions juste au bas des fesses. Elle avait envie d'un tatouage comme ça. Et vous souvenez-vous de ce qu'elle avait envie de se faire tatouer comme inscription? Vous en a-t-elle parlé? Elle l'a peut-être évoqué, un truc en anglais, quelque chose comme The Universe. Je me souviens de The Universe pour la 2e jambe.
Et il y avait quelque chose avant. Étant donné la silhouette de votre fille, si j'en crois les photos que nous avons d'elle, dis-je, et si The Universe devait tenir au bas de la fesse droite, ça devait vraiment être écrit avec une police réduite. Les deux femmes se regardèrent comme si je venais de faire un compliment déplacé. Sparks reprit l'interrogatoire. Pensez-vous, Madame Georgin, que Tamara aurait pu fuguer pour aller se faire tatouer? Si cette histoire avait fait l'objet d'une controverse entre vous, le visage de Valérie Georgin s'illumina. Elle n'avait jamais pensé à cette hypothèse, mais devant la simplicité de la démonstration, voilà qu'elle reprenait espoir. Son bonheur retrouvé fut de courte durée. Elle-même finit par dire « Ce n'est pas possible que la réalisation d'un tatouage prenne autant de temps. Tamara a disparu depuis le début du mois de mai. » Vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. Lui connaissez-vous des idylles? Une amourette, une vie sexuelle? Nous n'étions pas dans une relation mère-copine où on se dit tout. Pour cet aspect-là de ma fille, il vaudrait mieux que vous alliez interroger ses camarades de classe. Elles en savent certainement davantage sur ses rêves et ses fréquentations. J'aime comment vous dites ça. Pardon? Ses rêves et ses fréquentations. Ça vaut pour chacun d'entre nous, peu importe de quel métal sont faits nos rêves, au final nous passons notre vie dans la fréquentation. Valérie Georgin aimait être flattée. Elle eut pour moi le regard fixe et intense des êtres qui n'envisagent les rapports homme-femme que sous l'angle de la sexualité. Nous prîmes congé de la mère de Tamara. Quand nous nous retrouvâmes dans la rue, le garçon au vélo avait disparu. La façon dont il avait jeté un œil vers la fenêtre de la chambre commençait à faire son chemin dans ma tête. Mais pour l'heure, j'imaginais convoquer la ribambelle d'amoureux potentiels de Tamara Georgin comme on place contre un mur, derrière une vitre sans teint, les suspects habituels d'un braquage. La Mini Cooper nous attendait, rutilante sous les derniers rayons du soleil, comme si elle avait été aspergée de sang. « Nous sommes toujours dans le flou, » dis-je à Sparks. « C'est pour ça que vous êtes une coéquipière hors pair, avec votre expérience du brouillard. »« C'est tellement paisible ici, » fit-elle en jetant un regard circulaire sur le voisinage. « Il y a des gens qui, dans ce monde atroce, ont encore la chance et les moyens de vivre à l'abri. Détrompez-vous, je suis persuadée que, si on passait chacune de ces baraques au peigne fin, on trouverait une demi-douzaine de gamines à moitié à poil séquestrées dans des caves insonorisées et suffisamment de kalachnikovs pour réarmer les milices serbes. Alors pourquoi ne le fait-on pas? S'insurgea ma partenaire. Si c'est le cas, pourquoi ne passe-t-on pas ces baraques au peigne fin comme vous dites? Manque de temps, d'effectifs et de moyens. Quand vous pensez qu'il y a de plus en plus de flics qui font leur ronde la nuit dans leur voiture personnelle et qui rapportent de chez eux des ramettes de papier pour taper leur rapport. Si c'est de la Mini dont vous voulez parler, c'est un choix délibéré. Elle démarra le moteur et suivit la courbe du trottoir pour remonter la résidence dans une onde de silence que je rompis en disant « Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, à Guildford ?» Mon père perdait des sommes substantielles aux courses. Dès que j'en ai eu l'âge, je me suis barrée de chez moi. Il recrutait, à l'aide de jeux vidéo, de publicité à la télé. J'ai fait une année de stage dans la police locale, mais c'est toujours compliqué de porter l'uniforme dans l'endroit où vous avez grandi. Alors dès que j'ai pu, j'ai demandé à être affectée à Londres. Et à Londres, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'eut pas le temps de répondre à mon interrogatoire que je tirais sur le volant comme si une guêpe venait de s'infiltrer dans l'habitacle. Benjamin Drey, à califourchant sur son vélo, venait de nous couper la route. Vite, faut rattraper ce môme. Il en sait plus que nous. Sparks braqua, appuya sur l'accélérateur et se lança bravement à sa poursuite. Le sac à dos qu'il porte, regardez, dis-je. Je suis certain qu'il dissimule quelque chose qui peut nous intéresser. L'ordinateur portable de Tamara? À coup sûr. Au moment où nous allions revenir à la hauteur du fuyard et où, le doublant par la droite, j'étais prêt à ouvrir ma portière pour lui saisir le bras, voilà que sortie de nulle part,
une vrombissante Porsche noire vint griller un stop à l'oblique, sur notre gauche, forçant Sparks à appuyer subitement sur le frein et à dévier notre trajectoire. Benjamin Drey en profita pour disparaître, quittant la route en s'engouffrant dans un chemin entre deux palissades. Derrière les vitres de la Porsche qui stationnait rageusement en biais face à nous, je reconnus le profil taillé à coups de serpe du tueur de la solde du souterrain stellaire. Le cœur de Prudence Sparks bondit aussi vite que ses jambes. Au mépris du danger, elle était déjà dehors, s'avançant vers le véhicule pour demander des comptes au chauffard. De mon côté, je restais pétrifiée sur mon siège, incapable du moindre mouvement, le corps et l'esprit tétanisés par la peur. Un lointain souvenir des années 80 venait de me foudroyer. Tandis que nous partions en week-end, mes parents et moi à bord de notre petite Simca, empruntant à la nuit tombée une route nationale peu ou mal éclairée, une voiture roulant à tombeau ouvert déboula d'un chemin qui coupait la voie inverse. Le bolide traversa la route juste sous nos yeux, et nous évitâmes de justesse l'accident dans une manœuvre conjointe qui força les deux voitures à un dérapage synchronisé sur la bande d'arrêt d'urgence. Mon père eut pour premier réflexe de sortir de la voiture. Et moi, paralysée à l'arrière, je le suppliais de revenir, paniqué à l'idée que l'individu de l'autre véhicule ne sorte lui aussi, armé d'un couteau ou d'un fusil, et n'en veuille à notre belle famille des années 80. Heureusement, le chauffard, qui devait être sous l'emprise de l'alcool, prit peur devant la détermination de mon père et redémarra pour s'enfuir, faisant crisser ses pneus dans la poussière. L'élégant, quant à lui, ne buvait pas une seule goutte d'alcool. Il sortit calmement de sa Porsche au moment où Sparks s'avançait dans sa direction, réajusta son gant de cuir sur son poignet droit, leva le bras et envoya une claque prodigieuse à Prudence qui, sous l'impact, chuta sur le bas-côté. Puis il s'approcha de la Mini. Bien que réduit à merci par la puissance de mon souvenir, j'eus le réflexe de fermer la sécurité des portières. L'élégant tourna autour de la voiture, déterminé et patient. Tenta à 2 reprises et sans succès d'ouvrir une poignée de porte. Soudain, dans un fracas assourdissant, il projeta son poing contre la vitre qui me séparait de lui. Sous le choc, elle explosa en 1000 morceaux, me griffant la joue droite au passage d'une giclée de débris. Par instinct de survie, je m'emparai du bras de l'élégant, le coinçant sous mon coude, et tentant de m'étirer avec autant de souplesse qu'eût pu en démontrer en pareille circonstance l'homme élastique des 4 fantastiques, je tournai la clé de contact, enclenchai la vitesse, lançai ma jambe gauche sur la pédale d'accélérateur, et la Mini démarra, au quart de tour, traînant l'élégant sur plusieurs mètres avant que je ne décide de lui rendre son bras. J'eus ensuite pour projet de décrocher le miroir intérieur incrusté sur le pare-soleil de la place passager et de le tendre à l'élégant telle une arme redoutable. Découvrant sa dégaine, il était à parier qu'un homme de son standing ne renâclerait pas au suicide comme un acte de bon goût. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VVN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée. À bientôt et je tiens à remercier Jérôme Attal et l'éditeur Stéphane Million. Merci beaucoup.